Bienvenue à vous sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui vous permet d'automatiser, d'optimiser votre location de courte durée. Si vous ne me connaissez pas, je suis Nicolas. Je vous permets d'augmenter ton cash tout en préservant votre temps libre. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Violaine, la rénoveuse astucieuse, qui va nous permettre, nous aider d'optimiser, d'attirer des voyageurs, plus de voyageurs dans nos locations. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre de révolutionner notre décoration, d'améliorer notre effet waouh dans nos locations courte durée. Et justement, l'idée, c'est que Violaine puisse nous expliquer tout ça aujourd'hui, comment à moindre coût, on peut se permettre d'améliorer nos travaux, comment améliorer notre décoration. Donc, merci Violaine d'accepter cette invitation. Bonjour à toi Violaine. Bonjour, avec plaisir. Je suis très contente d'être là. Je sais que tu vas apporter beaucoup de valeur à la communauté parce que justement, c'est des questions qui reviennent souvent. Comment on fait pour se démarquer face à la concurrence? Comment on fait pour démarquer notre appartement pour justement améliorer notre rentabilité, notre profit et donc de manière mécanique attirer plus de voyageurs. Donc, tout simplement, Tout pour ceux à qui ne fait. connaissent pas encore Violaine, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous expliquer qui tu es et puis un peu quel est ton parcours et par rapport à tout ça? Bien sûr. Donc, je m'appelle Violaine. J'ai créé Rénoveuse Astucieuse il y a 3 ans. À l'origine, c'était un blog qui parlait de rénovation aux investisseurs immobiliers et très peu de temps après, c'est devenu une agence d'architecture d'intérieur, majoritairement en ligne. Ça, je pourrais l'expliquer plus tard. Mais voilà, je travaille aujourd'hui avec des investisseurs immobiliers dans toute la France, puisque je travaille majoritairement à distance. J'ai des clients jusqu'en Guadeloupe. Je n'ai pas vraiment de frontières. Mes frontières sont plus déco, puisqu'on n'a pas les mêmes goûts de déco dans tous les pays. Mais en tout cas, pour la France, j'ai pas de frontières. À côté de ça, je suis formatrice également en décoration pour investisseurs immobiliers. Ok. Et bien justement, toi, en tant qu'architecte d'intérieur, comment tu définis un peu le coup de cœur? Parce que tout le monde, on dit il faut faire un effet coup de cœur, il faut faire l'effet waouh pour attirer des voyageurs, se démarquer. Mais selon toi, déjà, qu'est-ce que c'est un coup de cœur? Et puis, comment on fait pour créer un coup de cœur dans un de nos logements? Moi, j'ai envie de commencer par ce que ce n'est pas. En fait, j'ai énormément de gens qui me disent, je voudrais créer l'effet coup de cœur avec une déco qui plaît au plus grand nombre. Et là, déjà, on a un gros problème puisque un truc qui plaît au plus grand nombre, par défaut, ça ne peut pas être un coup de cœur. Un coup de cœur, c'est un truc vraiment qui va générer une émotion très particulière et qui ne peut pas être la même pour tout le monde. C'est pas possible, sinon on serait tous amoureux des mêmes personnes, on irait tous voir les mêmes films au cinéma, on aimerait tous les mêmes restaurants. C'est pas le cas. Donc, c'est exactement pareil pour l'immobilier. À un moment donné, si on veut vraiment créer quelque chose de fort et donner envie à certaines personnes qui vont se reconnaître dans ce qu'on va faire, de payer plus cher, de revenir, de laisser des super commentaires, il va falloir créer cet effet coup de cœur. Et pour ça, il y a 3 clés en vrai. La première, c'est la différenciation. Faire en sorte de marquer les esprits, faire en sorte qu'on vienne chercher un truc un petit peu différent et qu'on se reconnaisse dans cette différence. Parce qu'en fait, on a tous cette envie en permanence d'être un peu original, d'avoir cette petite touche, d'être un petit peu à la pointe, avant-gardiste, même si à côté de ça, on aime bien être assez conformiste et on veut faire comme tous les autres, mais on aime bien aller chercher cette pointe de différenciation. Moi, je travaille beaucoup sur la pointe de différence. La deuxième chose, c'est le bien-être. C'est hyper important de se sentir bien et c'est un levier hyper important pour le coup de cœur. Et ça se voit souvent déjà depuis les photos parce que ce qu'on va aller chercher, c'est le côté vivant. Est-ce que le logement a l'air vivant? Est-ce qu'on se sent bien dedans juste en le regardant des photos? Et est-ce qu'on se projette comme étant bien dans le logement juste d'après les photos? Et la dernière chose, pour moi, c'est la couleur. Je ne travaille jamais sans couleur. Donc là, forcément, derrière moi, c'est la vue qui est toute blanche, mais en vrai, la couleur, elle est là. Et on ne voit pas, mais mon canapé, il est rose. Et ici, on ne voit pas, mais il y a de la couleur aussi. Voilà, donc ça fait partie de ma façon de travailler. Il y a toujours de la couleur dans mes logements. Souvent sur une base blanche parce qu'elle est facile, mais je ne vais jamais avoir quelque chose de tout blanc avec juste une pointe de gris ou une pointe de bleu, comme on voit très souvent. Déjà parce que ça ne se différencie pas. Et en plus de ça, parce que les couleurs, elles nous impactent physiologiquement et psychologiquement.
parce qu'il y a énormément d'études qui l'ont montré, les couleurs impactent notre comportement, même les yeux fermés, puisque la rétine, enfin, la rétine et la peau ont la même photosensibilité. Donc, même les yeux fermés, on est impacté par la couleur. C'est certainement pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux mettre des couleurs froides dans une chambre, parce que les couleurs froides sont apaisantes et relaxantes. Mais ça a été prouvé scientifiquement. Donc voilà, pour moi, les trois piliers vraiment pour le coup de cœur, c'est le bien-être qui passe par le vivant, c'est la différenciation et c'est la couleur. Si vous avez ce panel-là, ça fonctionne. Ok, donc en fait, c'est vrai que pour faire l'effet coup de cœur, il faut donc se démarquer. Donc, qui dit démarquer, c'est dire ne pas plaire à tout le monde. C'est aussi ça. Exactement. On Ok. s'en fout de plaire à tout le monde. On a besoin d'aller chercher les ultra fans qui vont être prêts à payer plus cher. Donc, ce qui est important, tu me dis si je me trompe, c'est que justement, avant d'entamer une décoration, c'est de réfléchir quelle sera, notamment là, pour la location courte durée, quels seront nos voyageurs cibles, notre client cible. C'est ça? Exactement. En fait, qu'on soit en location courte durée ou en longue durée, c'est exactement pareil. Il va falloir d'abord définir qui on veut attirer. C'est qui la cible? Parce que si on parle d'une colocation, la cible, ça peut être un étudiant, ça peut être un jeune salarié, mais ça peut être de façon plus pointue un interne en médecine parce qu'on est à côté de l'hôpital. C'est exactement pareil. Donc sur la location courte durée, ça va être pareil de se dire, potentiellement, je cible tout le monde, mais si je devais en choisir un, ce serait qui? C'est qui le voyageur le plus logique? Si je reste sur l'idée de l'hôpital, bah, si c'est, je sais pas moi, les parents qui viennent voir les grands-parents, par exemple les parents, enfin, la famille qui vient voir les grands-parents à l'hôpital, bah, il y a peut-être des besoins qui sont spécifiques, qui ne seront pas les mêmes que si on est en bord de mer et que je sais pas moi, on a un jeune couple qui veut profiter d'une virée à la mer, quoi. Donc, c'est important d'avoir bien ciblé les besoins des personnes qui vont vivre dans l'appartement, même si c'est uniquement l'objet d'une ou deux nuits, pour pouvoir adapter le logement à ses besoins et faire en sorte qu'ils se sentent extrêmement bien et qu'ils se retrouvent dans ce qu'on va leur proposer. Et ça, c'est vraiment la clé, à la fois pour leur donner envie de venir, mais aussi pour leur donner envie de revenir et laisser de bons commentaires. Effectivement, pour fidéliser ces voyageurs, je trouve que c'est effectivement important. Mais ce que tu dis et ce qui est extrêmement important, c'est en fait, dès le début, avant même d'entamer justement les travaux, il faut réfléchir déjà à sa déco et non pas attendre que les travaux sont terminés pour réfléchir à sa déco. C'est ça? Exactement. En fait, j'entends souvent, non, mais la déco, je ferai plus tard parce que pour l'instant, je suis encore en travaux. Parce que souvent, les gens dans déco considèrent qu'on parle des meubles et des cadres qu'on a mis au mur. Sauf qu'en fait, la déco, c'est beaucoup plus large que ça. Pour moi, la déco, ça inclut aussi l'aménagement d'espace. Et même quand on ne touche pas aux cloisons, l'aménagement d'espace, il est hyper important pour le bien-être ensuite dans le logement. Puisque si on fait tous les travaux et qu'on se dit après coup, bon, le canapé, je le mets où? Et qu'on se retrouve à plus avoir de place parce qu'on ne peut plus ouvrir la porte ou plus ouvrir la fenêtre, là, concrètement, on va se retrouver dans un truc qui ne va pas du tout faire se sentir bien. Même chose, si on a prévu dans une location courte durée une chambre et un canapé convertible dans le salon et que le canapé convertible, une fois qu'il est ouvert, empêche toute circulation dans le salon, bah pareil, il y a un vrai souci et potentiellement, ça peut se ressentir dans les annotations. Donc, c'est important d'avoir ça en tête en amont. Et la deuxième chose, c'est que dans la déco, il y a des éléments qui sont plutôt inhérents aux travaux qui vont se voir dans la déco, comme le choix des couleurs au mur, parce que là, le peintre, on ne va pas lui dire le jour de la remise des clés quelle couleur on veut. Même chose, le choix du parquet, le choix des carrelages, le choix de la cuisine. Tous ces éléments-là qui vont être posés par des artisans, c'est hyper important d'avoir anticipé ce qu'on veut de manière globale pour proposer quelque chose de cohérent et éviter de se retrouver avec des pièces des fois qui piquent les yeux parce que tiens, on a mis telle couleur au pif dans la chambre et telle couleur dans le salon, elles vont pas du tout entre elles. On fait une syncope quand on passe de l'un à l'autre. Non, c'est pas possible, quoi. Ça, c'est des choses qui s'anticipent. C'est vrai que ce que tu dis, tu as raison dans le sens où pour beaucoup, et moi j'ai fait aussi cette erreur, notamment sur mes premiers investissements, la déco pour moi c'était la dernière phase du chantier. C'est-à-dire, en gros, on verra le budget qui nous reste et puis on fera du mieux qu'on peut à ce moment-là. Mais si à un moment donné, on fait comme tu le dis, et je pense c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire dès le début, anticiper la déco et les travaux, est-ce que toi, tu as des trucs, des astuces, comment on peut justement arriver à estimer nos travaux? Est-ce que tu as des trucs, des astuces pour savoir à peu près quand on va visiter un bien ou autre, comment on peut savoir globalement l'enveloppe qu'on va.
Alors, des astuces, il y en a plein. Concrètement, alors, il y a un article sur mon blog qui en parle en détail. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, les budgets sont un petit peu en train de monter. Donc, les tarifs que j'ai en tête sont en train d'évoluer tranquillou. Donc, ce n'est pas toujours facile d'estimer correctement son budget. Pour moi, la seule méthode fiable pour avoir un budget réaliste, c'est de faire venir des artisans en leur donnant une liste la plus complète possible de ce qu'il va y avoir à faire, même si on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qu'on va faire en termes de plan. Parce que si on est sur un appartement où on va juste mettre un coup de peinture, c'est très facile de lister les travaux à faire. En revanche, si on est sur un appartement où on va créer une chambre et une salle de bain, mais on n'est pas tout à fait sûr de quels vont être les impacts sur le reste des cloisons, on va être obligé de faire au pif. Mais ce n'est pas grave. En fait, la technique, ça va être de se dire, je fais le tour de l'appartement, je vais identifier tous les problèmes à régler. Typiquement, il n'y a pas d'entrée. Il n'y a aucun endroit pour mettre les manteaux, les chaussures quand on rentre. Ça va être un truc important puisque l'entrée, c'est une sorte de sas de décompression quand on rentre dans un logement. On a besoin de ce sas pour pouvoir se dire, je dépose mes problèmes en même temps que je dépose mon manteau, mon sac et mes clés. Et ensuite, je rentre dans la pièce à vivre et là, j'en profite. Alors que si on rentre direct dedans, on ne sait pas quoi en faire et il y a du bordel tout le temps. Ce n'est pas agréable. Du coup, ça va être des petits points comme ça. Je vais lister tous les points. Je sais pas, moi, j'ai pas d'entrée. Il va falloir peut-être créer un petit placard à tel endroit ou rajouter 3 patères. Des fois, c'est rien, hein. Ça va être 3 patères, mettre une petite, de quoi fixer un porte-manteau pour mettre son sac à main. Enfin, voilà, des petites choses. Ensuite, il n'y a pas de cuisine. OK, donc on va déposer le bloc évier moche et puis on va mettre une cuisine qui, a priori, va faire, allez, 6 blocs de 60 cm. Je ne sais pas, j'ai au pif en fonction d'un appart type. On a, je sais pas, besoin de créer une deuxième salle de bain et on peut se repliquer sur la première à tel endroit. OK. Et en fait, on va lister au fur et à mesure, de façon la plus précise possible, tout ce qu'on veut faire, en se posant à chaque fois la question de qu'est-ce que je mets au sol, qu'est-ce que je mets sur les murs, qu'est-ce que je mets au plafond, et en se posant la question de toutes les questions que vont se poser les artisans qui vont chiffrer. C'est-à-dire qu'il y a un plombier, donc qu'est-ce que je lui demande au plombier? Il va y avoir un électricien, qu'est-ce que je lui demande à l'électricien? Qu'est-ce que je demande au peintre? Qu'est-ce que je demande au gars qui va faire le parquet? Qu'est-ce que je demande au gars qui me pose la cuisine? Etc. etc. Même si on ne sait pas à ce moment-là qui est l'artisan qu'on met en face, ce n'est pas grave. Mais juste, on liste ça de façon la plus précise possible. Et derrière, on contacte au minimum 3 sociétés. Moi, je conseille de prendre des sociétés de tout corps d'État parce que c'est plus simple d'avoir quelqu'un qui peut gérer l'entièreté du chantier. Et on fait la visite de chantier avec chacune de ces entreprises et on leur laisse la même liste à la fin pour pouvoir obtenir des devis comparables entre eux. Et le deuxième avantage aussi quand on a fait cette liste, c'est que souvent le devis il arrive plus vite parce que ça fait gagner vachement de temps aux artisans. Et donc, plus on va anticiper les questions. Pardon ? Ce qui est important, en fait, c'est d'anticiper les questions des artisans. Exactement. Parce que si on n'anticipe pas les questions, on se retrouve avec des devis qui ne sont pas comparables parce qu'ils n'ont pas chiffré la même chose. Oui, parce que comme on n'a pas cadré les choses, en fait, l'artisan, il est parti sur ce qu'il pensait bien faire, etc. Exactement. Et là aussi, il faut faire attention, c'est que quand on a fait sa liste, il ne faut pas non plus rester complètement figé sur sa liste. Puisque si on tombe sur le deuxième artisan, on lui présente la même chose qu'au premier, mais lui, il a la super idée qui change un tout petit peu le projet, qui du coup change la liste qu'on a donnée au précédent. Ah, tant pis. Mais des fois, cette idée, elle peut complètement changer le projet, elle peut changer le budget dans le bon sens, comme dans le mauvais d'ailleurs. Il faut faire attention dans les deux cas. Mais des fois, il peut y avoir des super idées qui sortent. Donc, c'est important de ne pas rester complètement figé sur sa liste et puis d'être à l'écoute de ce qui se dit, à condition d'écouter les bonnes personnes. C'est-à-dire que l'artisan qui explique qu'il faut faire comme ça parce que c'est toujours comme ça qu'on a fait et qu'on ne fait pas autrement, il faut avoir une petite alerte de « Oula, il se passe un truc bizarre. On va vérifier avec d'autres avant. » Et voilà. Et du coup, une fois que ça c'est fait, qu'on obtient le devis, on demande, alors vous pouvez le demander tout de suite ou en 2 fois comme vous voulez, en fonction de l'urgence. C'est intéressant de demander un second devis, le même, mais avec 20% de plus sur chaque ligne. Là, c'est juste pour savoir réellement combien c'est censé coûter
et avoir un devis comparatif, un autre devis à plus 20% qu'on donne à la banque pour pouvoir anticiper tous les imprévus. Parce que les imprévus sur un chantier, c'est quand même très récurrent, d'autant plus quand il y a de la démolition. C'est Vu jamais qu'on dans le bon dépose, sens. C'est-à-dire qu'il y a souvent c'est souvent les mauvaises surprises. euh, c'est souvent de la mauvaise surprise. Ouais. Donc, c'est important d'avoir prévu ces 20% parce que c'est un peu con de se retrouver en galère en fin de chantier à devoir finir la peinture tout seul parce qu'on s'est foiré sur le budget. Donc, si je résume un peu ce que tu as dit, c'est-à-dire, imaginons, voilà, j'ai un appartement à rénover ou je viens de l'acheter, je me fais déjà un plan de ce que je veux faire, un plan. J'écris, je liste mes besoins et après, je fais passer des artisans pour justement, je puisse leur lister mes besoins et qu'après, je puisse donc comparer les devis qu'ils vont me faire Exact. et je demande 20% supplémentaires, en tout cas, pour pouvoir ajuster s'il y a des mauvaises surprises. Exactement. Et en fait, pour préciser ce que je viens de dire, le plan, tu n'es pas forcément obligé de le faire tout de suite. Ok. Parce que si tu n'es pas tout à fait sûr, mais que tu as les grandes lignes, tu peux juste faire une liste, genre en format Excel, tout simplement, disant, bah voilà, il y aura, je sais pas moi, il y a tant de trucs à déposer, il faut enlever le lavabo dans la salle de bain, il faut enlever les WC, il faut enlever ça, il faut enlever ça. Attention, conserver ça. Et puis à côté, tu mets, bah, et dans la même pièce, il faut faire ça, 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 ça. Il faut poser le carrelage, il faut poser une nouvelle faïence, il faut mettre une porte de douche, enfin, etc., etc. Les plans, tu peux les faire après. Parce que souvent, en fait, dans la course au financement, quand on achète, ce qui se passe, c'est qu'on fait l'offre. Il se passe quelques jours avant qu'on ait le compromis. Avec un peu de chance, on a un peu plus de temps. Donc, pendant ce laps de temps, on essaie de faire venir un maximum les artisans pour avoir tous les devis prêts pour partir chercher son financement bancaire. Et c'est pour ça que là, il y a un peu la course. Si on commence à en plus prendre du temps pour faire un plan, on risque de ne pas mettre, de pas mettre les choses dans le bon sens. Donc, je pense qu'il vaut mieux juste avoir une liste la plus exhaustive possible, même si on sait qu'elle n'est pas totalement exhaustive. Avoir les 20% qui permettent aussi d'ajuster derrière. Et une fois qu'on est lancé, que les financements sont, enfin les demandes de financement sont chez le banquier, là, on travaille sur le plan. Puisque là, on se retrouve généralement dans la période de compromis qui dure à peu près 3 mois. Donc pendant ces 3 mois, on a largement le temps de réfléchir au plan, de réfléchir à toutes les demandes qu'on va faire de façon plus précise aux artisans et d'affiner le devis final avec eux. Et Comme ça, logiquement, si on s'y est pas trop mal pris, on peut démarrer quasiment tout de suite après la signature chez le notaire, on peut attaquer les travaux. Ok, et justement, toi, par exemple, toi qui es architecte d'intérieur, qui propose des services d'accompagnement, moi, voilà, si tu veux refaire un appartement, tu peux nous accompagner. Toi, tu arrives où et à quel moment de ce plan que tu viens de nous présenter? C'est-à-dire à quel moment, toi, tu arrives? Est-ce que toi, justement, tu fais aussi un devis pour qu'on puisse faire financer tes services ou le service d'un autre architecte? Toi, comment tu te positionnes là-dedans? Alors, moi, généralement, enfin, je veux dire la situation idéale, parce qu'en vrai, il y a un peu de tout. Oui. Mais la situation idéale, le compromis vient d'être signé. Donc, souvent, on m'appelle dans la semaine qui suit ou qui précède le compromis. Il y a déjà une piste d'artisan. On ne sait pas forcément exactement avec quelle entreprise on va travailler, mais souvent, mes clients ont déjà vu deux, trois, et on se dit que, tiens, a priori, on bosserait bien avec eux parce que le feeling est bien passé. Et généralement, j'interviens dans le mois qui suit en fonction des disponibilités de mes clients pour réaliser les plans. Donc, on va dire au pire, dans le mois après le compromis, c'est vraiment le meilleur moment puisque moi, ça me permet de travailler tranquillement avec mes clients sur l'aménagement optimal. On fait le plan électrique aussi, plan de cuisine, etc. Ça permet d'anticiper les commandes, ça permet d'anticiper les devis puisque on a quand même vécu une année un peu particulière, enfin 2 années particulières en termes de livraison, notamment sur tout ce qui contient du bois, dont les cuisines. Donc c'est vrai que si on attend la semaine avant la pause de la cuisine pour poser la cuisine, on a vite des soucis. Donc quand on est sur des chantiers courts, c'est pas mal de pouvoir anticiper toutes ces questions-là de commandes. Donc plus tôt j'interviens, mieux c'est, puisque derrière, ça laisse toute latitude à mes clients pour pouvoir interagir avec leurs artisans, passer les commandes qui sont nécessaires, etc. Et toi, par exemple, est-ce que tes prestations, elles sont finançables par une banque? Oui, tout à fait. La prestation d'un architecte d'intérieur est finançable au même titre qu'un artisan,
Donc, je fais systématiquement un devis et la majorité de mes clients se font payer la prestation par la banque dans le cadre du prêt travaux. Très bien. Donc, ce que je ferai, c'est que sous la vidéo, je mettrai tes contacts s'il y a des membres de la communauté qui veulent justement rentrer en contact avec toi pour voilà, un projet qu'ils peuvent avoir. Et justement, tu parlais Oui, de avec cuisine. plaisir. Souvent, c'est une discussion qu'on a régulièrement. Il y a tout type de cuisine, il y a tout type de prix. Il y a aussi bien la cuisine chez Mobalpa que chez Ikea, que chez Leroy Merlin, etc. Est-ce que toi, tu as des Oui. recommandations à ce sujet? Voilà, parce que souvent, comme je dis, les prix vont du simple au double et Oui. pour souvent la même, quelque chose qui ressemble à la fin. Donc, toi, est-ce que tu as des recommandations par rapport à ça? Alors, la question elle va vraiment être liée au fait que la cuisine soit très sollicitée ou pas. Généralement, sur une cuisine en courte durée, la cuisine est peu sollicitée puisque ce sont souvent des personnes qui vont passer une nuit ou deux, qui vont aller au resto. La cuisine va servir à faire un café, à prendre un petit déj, mais rien de foufou. Donc, ça, c'est pour répondre à la question par rapport à du mobile pas ou des choses un peu haut de gamme. Si on sait qu'on est sur une cuisine qui va être sursollicitée, imaginons que, je sais pas moi, on fasse un co-living sur le thème de la cuisine, ça peut valoir le coup d'aller chercher une cuisine vraiment haut de gamme pour avoir des meubles de très bonne qualité qui vont avoir une durabilité super costaud. Concrètement, pour de la location classique, en général, qu'elle soit courte ou longue durée, généralement, moi, je prends mes cuisines chez Leroy Merlin. Alors, Leroy Merlin ou Ikea, concrètement, c'est la même qualité. Moi, ce qui me fait aller chez Leroy Merlin, c'est d'abord le fait qu'ils aient des caissons de taille beaucoup plus variable que Ikea et c'est plus facile pour moi d'optimiser l'espace avec leur taille de caisson. Deuxième chose, c'est qu'ils ont beaucoup plus de couleurs qu'IKEA, donc ça me permet d'aller chercher des trucs beaucoup plus sexy que chez IKEA. Et la dernière raison, c'est que j'en ai posé moi-même trois des cuisines Laura Merlin et que je les trouve vraiment top. Donc du coup, je suis totalement convaincue. Et après, pour la petite histoire, moi j'ai travaillé 8 ans chez Laura Merlin avant de monter ma boîte. Du coup, je connais bien les produits. J'ai posé des cuisines Leroy Merlin avant, dans mon ancienne vie, qui clairement n'étaient pas de la qualité qu'elles ont aujourd'hui. Parce qu'ils ont refait leur gamme il y a 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Et il y avait plein de problématiques, notamment sur les coulisses ou les charnières de porte. Et aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Ils ont vraiment tout réglé. Donc, j'y vais les yeux fermés. Et là où je ne vais pas, c'est chez Brico Dépôt. Je sais qu'il y a plein d'investisseurs qui prennent chez Brico Dépôt. Là, c'est juste un a priori de ma part, puisque concrètement, je n'en ai jamais posé. Et je ne le ferai pas parce que je voyais tellement de retours négatifs de mes clients quand j'étais chez Leroy Merlin, venant de Brico Dépôt. Et j'ai acheté un truc chez eux, une fois, une porte en bois où concrètement on pouvait rentrer l'ongle dedans tellement le bois était mou. Que du coup, j'ai décidé que plus jamais je ne mettais les pieds chez Brico Dépôt. Voilà, mais mon avis n'est pas du tout éclairé et il y aura certainement des personnes qui sont très contentes de leur cuisine Brico Dépôt et tant mieux pour elles. Ok, bon, en tout cas, merci déjà pour ces conseils. Alors, j'ai bien compris là depuis le début de notre entretien, c'est difficile de dire quelles sont les tendances, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Par contre, j'ai bien compris qu'il y a des choses à ne surtout pas faire. Donc, toi, est-ce que tu as des erreurs déco ou travaux à nous partager, à surtout pas faire, des choses que tu vois de façon récurrente en disant, bah, ça, surtout éviter de faire ça, je sais pas. Arrêtez de mettre toujours des meubles, tous les mêmes meubles Ikea, arrêtez de mettre que du blanc partout. Enfin, je ne sais pas, est-ce que tu as des choses à nous partager ou surtout arrêtez de faire ça parce que là, vous n'allez pas dans la bonne direction. Alors, sur la courte durée, je trouve qu'il y a moins le problème. C'est plutôt en longue durée que souvent on a des appartements tout blancs, froids, impersonnels, en se disant bah, c'est bon, les locataires ils vont venir avec leur déco. Sauf que je trouve que quand on fait du meublé, on se trompe un peu de cible, puisque la personne qui prend du meublé, c'est justement parce qu'elle n'a pas envie de s'emmerder avec tout ça. Donc, quand on arrive avec un truc en se disant bah, c'est bon, j'ai mis un canapé et une table basse, ouais, enfin, ça donne pas envie, quoi. On n'a pas, ça respire pas le confort. On se dit pas, tiens, je vais faire un petit apéro sympa avec les copains. Ben non, ça se dit, tiens, bon, bah, je vais faire un tour chez Ikea, puis je vais acheter des coussins, puis je vais acheter des rideaux, et puis en fait, ça va me coûter une blinde pour meubler mon appartement et pour décorer mon appartement. Donc pour moi, la principale erreur, elle est d'avoir, alors pas forcément d'avoir des murs blancs, puisqu'on peut avoir des murs blancs avec
des cadres au mur, une petite lampe, je sais pas moi, des coussins colorés, avoir des rideaux, avoir des petites choses qui viennent contrebalancer l'effet tout blanc. Par contre, si on a du tout blanc avec une cuisine blanche, un plan de travail en bois, un canapé gris et une table basse en bois, ce qui est souvent ce que je vois dans les meublés, ben, on ne se différencie pas et on ne crée clairement pas le coup de cœur. Par contre, quand je vois les appartements, alors là, je ne vais pas parler de moi, je parle vraiment des amis qui sont pas forcément comment dire, des pros de la déco. J'ai une copine à laquelle je pense notamment, son appart, franchement, il est blanc, c'est basique, sans plus. Et du coup, en fait, quand elle fait de la location courte durée, quand elle va tout le temps sur Airbnb, et ben, elle a envie d'avoir un truc super déco, super joli, et elle choisit toujours des trucs où c'est évident que ça a été fait par une décoratrice, tellement c'est travaillé avec le papier peint un peu sympa, la petite lampe, le miroir, le truc. Et en fait, Ok. Et tu m'entends là, Violaine? ouais, je t'entends. Ok. Et je pensais que ça avait coupé. Justement, toi, Violaine, voilà, moi, j'ai bien compris. Tu peux aider aussi bien ceux qui font de la location courte durée, qui font de la location meublée à des étudiants, ou même qui font du nu et qui veulent attirer des locataires. Donc, justement, comment tu peux aider voilà, les membres de la communauté qui font soit de la location courte durée, de la colocation, de la moyenne durée, etc. Comment toi, grâce à tes services, grâce à tes formations, comment concrètement, tu peux les accompagner. Et qu'est-ce que tu proposes concrètement? On en a parlé un peu tout à l'heure vaguement, mais là, l'idée, c'est voilà, qu'est-ce que tu peux proposer? Comment on peut te contacter pour justement que tu puisses nous aider, nous accompagner à faire cet effet coup de cœur et attirer le plus de voyageurs possible ou locataires si ce n'est pas de la location courte durée. Alors, pour me contacter, c'est assez facile. Il faut passer sur le site internet rénoveuse-astucieuse.com. Et là, il y a deux onglets, formation ou accompagnement. Donc, la formation, c'est une formation complète qui explique comment aménager son logement, comment trouver des idées de déco, comment décorer, comment créer l'effet waouh en allant chercher la petite touche de différenciation et le petit truc qui crée toute la différence. Et puis, bien sûr, comment faire tout ça en respectant son budget avec plein de techniques pour garder un budget sous contrôle. Et ensuite, la partie accompagnement, ben là, il y a un questionnaire à remplir pour que je sache quel est le projet et qu'on puisse se recontacter. Ça commence par un appel d'une demi-heure qui est totalement gratuit, qui a juste pour objectif de m'aider à comprendre très précisément quel est le besoin et pouvoir faire un devis, sachant que le devis, je le fais en direct. Donc, il n'y a pas d'attente. Hein. Le prix, je le donne tout de suite. Ça dépend juste en fait du type d'appartement ou du nombre d'appartements, parce que je travaille de plus en plus sur des immeubles de 4-5 logements. Donc, forcément, ce n'est pas le même tarif que sur un studio. Et ensuite, le fonctionnement, c'est que je demande juste à ce qu'on m'envoie soit les mesures du logement, soit un plan d'architecte quand il en existe un. Et ensuite, on travaille en visioconférence comme on est en train de le faire là, si ce n'est que je partage mon écran et qu'on dessine le plan en direct. Donc, si je prends l'exemple d'un appartement de 80 mètres carrés, par exemple, ça prend généralement 3-4 heures de travail ensemble en visioconférence. On dessine tout le plan ensemble en direct. Et à la fin de la demi-journée, on a un plan d'aménagement, un plan de la cuisine, un plan électrique, enfin bref, tous les éléments dont on a besoin, plan de peinture la plupart du temps aussi, puisque une chose que je n'ai pas précisée, c'est que je ne peins jamais un mur sur 4. Je vais toujours peindre un peu plus ou un peu moins que le mur. Donc, un peu plus, ça peut être, on va peindre une bande qui va déborder sur le plafond, ou un peu moins, c'est on va peindre juste une niche. Comme là, c'est un peu le cas, hein, ici, vous voyez, là, juste une niche. Euh, ou j'ai d'autres exemples, mais je ne peux pas tout montrer dans mon appart, sinon je fais une visite guidée. Mais où je vais laisser une bande blanche de 25 cm sur tout le pourtour de la couleur, juste pour qu'il se passe quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on voit partout, en fait. Donc ça me permet de travailler à la fois sur la couleur et la différenciation. D'où le plan de peinture que je transmets à mes clients. Et ensuite, pour tout ce qui est décoration pure, donc s'il y a des listes d'achat, ce genre de choses à fournir, là, je le transmets après.
Et la question qu'on me pose souvent, c'est combien de temps ça prend pour avoir des plans? Généralement, entre le moment où on fait le premier rendez-vous et la remise du book finalisé, il se passe 8 jours. Ok, très bien. Donc, c'est assez rapide. Oui, En plus, tes prix sont transparents vu que les devis sont faits directement en direct quand tu es au téléphone. Donc, je c'est mettrai ça. sous cette vidéo la manière de te contacter, ton site internet, et puis je mettrai également les articles de blog qu'on a évoqués pendant cette vidéo. Pour ceux Oui. qui sont intéressés à voir d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à activer la petite cloche qui est sous cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. Et puis, comme toujours, à chaque fois que je fais une interview, le dernier mot revient à l'invité. Donc, c'est Violaine qui aura le dernier mot, qui clôturera donc cette vidéo pour ce début d'année 2022. Donc, Violaine, c'est à toi la parole. C'est toi qui vas clôturer cette interview. Donc, voilà, tu peux exprimer ce que tu as envie d'exprimer pour ce début d'année 2022. Eh bien, déjà, une très bonne nouvelle année. Et surtout, n'ayez pas peur quand vous aménagez vos logements de vous faire plaisir avec les couleurs. La seule règle à respecter, c'est n'utilisez pas plus de 3 si vous ne savez pas les utiliser. Mais faites-vous plaisir sur le choix de la couleur, puisque très souvent, les couleurs qui nous font du bien sont les couleurs qui nous attirent. Donc, ne vous prenez pas la tête pour essayer de savoir quel logement aimeraient les personnes que vous ciblez en termes de coloris, de couleurs, et vous dire non, mais c'est pas pour moi. Mais en fait, si, faites-le comme si c'était pour vous, comme si vous alliez y vivre. Parce que si vous avez fait un truc dans lequel vous vous sentez hyper bien, il y a plein de personnes qui vous ressemblent et qui auront envie de venir y habiter. Merci pour ce dernier mot, Violaine. Et puis, bonne année à vous tous. Et puis, à très bientôt sur cette chaîne. Ciao. Salut!